L'enregistrement démarre et bonjour Aude. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire avec toi l'investigation numéro 190 dont tu ne connais pas le sujet. Non. Comme d'habitude, on a une partie du protocole qui est fixe dans laquelle je pourrais juste poser les questions du protocole sans approfondir et ensuite je pourrais poser un peu plus de questions dans la partie livre. D'accord. Et pour info, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, les investigations sont faites pour euh, euh, chaque semaine, en même temps par plusieurs binômes dans plusieurs langues. Donc, nous voici à créer notre investigation. Quand tu veux, on peut commencer. C'est bon, je suis Tu prête. sais un décompte de combien? Ah, je t'entends plus. Non? Là, Ah c'est oui, bon? là oui, Oui, c'est bon. pardon. Pas de Excuse-moi, mal. je vais le camoufler un peu mieux. Le décompte, un petit décompte, j'ai pas besoin d'un très long décompte, mais comme D'accord. tu veux. Des 5, ça peut aller? Oui, oui, ce serait parfait, oui. Très bien. Parfait. Alors, commence par t'installer confortablement et tu inspires et tu expires. Et en expirant, tu te détends. Je vais compter des 5 à 1 pour t'accompagner en profondeur dans le calme. 5, 4. Continue de respirer calmement. 3. Tu es de plus en plus détendu et calme. 2. Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, connecte-toi avec les informations qui sont présentes dans les terres au sujet des tueurs en série. Et tu attends ensuite les prochaines consignes. 1, 2, 3. Les ADN éthériques des tueurs en série ont-ils des caractéristiques communes? Oui, non ou partiellement? Oui, pour la plupart, donc Oui, partiellement. oui, Hmm. d'accord. Quelles sont les caractéristiques que tu vois qui sont en commun? Euh, euh, je trouve pas le terme pour décrire. L'absence d'empathie. D'accord. Euh, c'est c'est les caractéristiques, c'est ça hein, que tu Oui, m'as demandé? oui, Excuse-moi. il n'y a pas de mal. Les caractéristiques spécifiques. Euh, le besoin de contrôle Oui, et de toute puissance. d'accord. Les ADN physiques des tueurs en série Oui. ont-ils des caractéristiques en commun? Cette fois-ci, c'est
plutôt vers le physique. Ah, sur la partie physique, Oui. d'accord, pardon. Oui. Non? Ou partiellement? Non. Non? Sur la partie purement physique, purement esthétique, non. Mhm. D'accord. Très bien. Avant tout, je te demande comment tu te sens et comment à observer toutes ces informations. Alors, moi, je vais bien, Mhm. mais je suis vraiment dans un endroit vraiment très sombre et très oppressant. Mais moi, je me Ouais. sens bien. Oui. Si besoin, tu sais, tu peux aussi te réajuster d'un point de vue fréquentiel pour être plus à l'aise. Oui, oui. Bien. Les tueurs en série ont-ils une partie subliminale? Oui. Oui. D'accord. Que perçois-tu à ces sujets? En fait, j'en ai tellement que c'est Mhm. difficile de... Pardon. Mhm. J'en ai tellement que c'est difficile d'attraper l'information parce Mhm. que faut que je Je prenne de comprends. tous, puisque la question est pour les au pluriel. Oh, oui. Euh, Fais une chose, mets-toi un peu peut-être à l'extérieur de l'observation, comme si tu pouvais prendre de la distance pour observer d'abord d'un point de vue générique. oui, d'accord. Ah oui, oui, d'accord. Très bien. Euh, de ce fait, la partie subliminale est sous contrôle. Oui, d'accord. C'était ça la question? Euh, Enfin, ça euh, répond à la question? oui, 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 bien sûr. Vois-tu autre chose qui concerne la partie subliminale des tueurs en série d'un point de vue général? Elle est vraiment euh, sombre et dans un désir de destruction, pas de D'accord, création. je vois. Et là, en l'occurrence, vraiment sous contrôle Oui, d'autres entités, je veux dire. oui, très bien. Quelles sont les conditions, les facteurs que tu perçois comme étant les causes ésotériques liées aux tueurs en série? Même si tu as déjà répondu en partie. Bon, oui, les conditions ésotériques, c'est le fait que la partie subliminale et donc par prolongation, la personne incarnée est sous contrôle d'entité. Oui, C'est vraiment des personnes qui sont au service d'entités pour leur apporter de la manne, en fait, oui, par l'action de la personne. Donc, du tueur en série, je veux dire. oui. Les mobiles d'un tueur. Mais il y Ah en a oui, qui sont dis-moi. d'accord. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Je veux dire, il y en a qui étaient d'accord avec ça, qui sont, enfin, je veux dire, il y en a qui sont complètement consentants à être des tueurs en série, à s'incarner en tant que tueur en série et à faire ça. Et c'est un choix. Et même s'ils sont, il y en a qui sont vraiment contrôlés et qui sont obligés par leur contrôlant de, de faire ces actions. Mais il y en a, ils ont choisi de servir. Oui, je comprends. Très bien. Tu as D'accord. dû lire dans mes pensées. C'était une question que je m'ai préparée à poser dans la partie libre. Très Ah, bien. pardon. Non, non, c'est bien. C'est bien. Très bien.
Alors, les mobiles d'un tueur en série peut-il être de nature karmique? Est-ce que tu pourrais préciser la question? Euh, alors, c'est écrit juste comme ça. Le mobile d'un tueur en série peut-il être de nature karmique? Comme si c'était à cause du karma ou de quelque chose qui a été vécu. Non, 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 Non. non, non. Non, de D'accord. ce fait, j'avais bien compris la Mhm. question. Non, non, non. J'ai pas de lien avec quelque chose qu'ils ont vécu. J'ai vraiment soit un choix d'incarnation, soit une incarnation forcée par une entité, mais pas de mobile karmique. Mhm. Très bien. Et le mobile d'un tueur en série peut-il être de nature généalogique? Oui, 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 d'accord. Veux-tu oui, pour vois-tu ceux quelque chose en qui particulier? généalogique pour ceux qui choisissent. Mhm. Il y en a qui choisissent euh, ils choisissent de s'incarner dans telle personne sur telle généalogie, dans telle famille. Et en fait, c'est parce que l'enveloppe qu'ils vont intégrer leur permettra d'avoir des facultés pour pister, des facultés justement où ils n'auront pas, ils seront complètement dépourvus d'empathie, mais une intelligence de calcul, de compréhension pour justement cibler leurs proies, mieux les traquer. Oui, je vois. Très bien. Mais c'est pas le cas de tous. Euh, ceux pour lesquels ils ciblent une généalogie, c'est ceux qui vraiment choisissent. Et puis ceux qui sont jetés dans le bain en tant que tueurs en série par des entités qui ont tout choisi à leur place et qui n'étaient pas forcément consentants à l'origine en quelque sorte. Eux, il n'y a pas de généalogie particulière. Ça ne suit pas Oui, une logique. oui, je vois. Pourrait-il y avoir une relation entre la condition de possession et le fait d'être un tueur en série? Pour certains, oui. Mhm. Que perçois-tu à ce sujet? Euh, En fait, c'est de la possession, mais peut-être pas. Je ne sais pas comment tu l'entendais, mais en fait, il y en a certains qui vont tuer pour posséder certaines âmes, donc certaines consciences. Oui, d'accord. Et par exemple, dans les Ou cas dans lesquels c'est le tueur en série, c'est lui qui est possédé, est-ce que tu vois? alors celui qui est possédé, c'est-à-dire, Comme si pardon. l'assassin euh, Oui. peut être possédé le moment dans lequel il y a Ah oui, pardon. le Ah meurtre. oui. Ok. Donc oui, par les entités qui le contrôlent. Mhm. D'accord. D'accord. Et là, l'entité cherche vraiment plus de la nourriture intense en fait, énergétique intense, pour soit pour s'en nourrir, soit pour d'autres d'utilités pardon, qui lui sont personnelles. Enfin, mais c'est, il possède le corps du tueur en série pour arriver à ses fins, mais limite peu importe la victime. Oui. Il n'y a pas de choix très particulier de victime, si ce n'est sa faiblesse ou sa crédulité ou le fait qu'elle ait pu se faire tirer dans les mailles du filet du tueur en série. Par contre, pour ceux qui ont choisi de s'associer à des entités et s'incarner en tant que tueur en série, ils le font vraiment pour sélectionner
des consciences bien particulières pour pouvoir les posséder après. Et D'accord. là, de ce fait, le tueur en série n'a pas besoin d'être possédé par l'entité avec qui il s'est associé, mais pour autant, cette entité peut le guider ou l'aider à trouver ses victimes. Oui, Est-ce que c'était c'est clair? très, très, très clair. Oui, très bien. Bien. Pourrait-il y avoir une relation entre la situation d'être un portail vivant et le fait d'être un tueur en série? Oui, non, ou partiellement. Partiellement. D'accord. Il y en a qui sont d'accord pour devenir des portails vivants aux entités pour que ces entités commettent les atrocités. Il y en a qui se sont mis d'accord comme ça. Et puis il y en a d'autres qui se sont associés avec des entités mais qui ne servent pas de portail vivant à une entité pour commettre les moindres actes. Oui, je vois. Très bien. Et pour ce qui concerne le contrôle mental, est-ce que peut y avoir une relation entre le fait d'être un tueur en série et quelqu'un qui est affecté par le contrôle mental? Est-ce qu'il y a une relation entre le fait d'être affecté par du contrôle mental et de devenir tueur en série? Oui. Oui, oui, oui. Et il y en a. Pas pour tous, mais pour ceux qui sont interférés involontairement, Ah oui, si je peux dire ça comme ça. oui. Donc, il y a des Ils sont conditions qui clairement changent. contrôlés mentalement pour justement devenir euh, euh, pour devenir complètement froid à ce qui peut se passer, déterminé, manquer complètement de compassion et d'empathie et ils sont contrôlés mentalement, ils sont harcelés mentalement et contrôlés pour devenir justement des tueurs en série. D'accord. Bien. On est arrivé à la fin de la partie fixe, donc je vais pouvoir interagir plus facilement avec toi. Oui. Dis-moi avant tout comment tu te sens. Je me sens bien, merci. Alors, on continue pendant un petit moment à regarder d'un point de vue générique. Donc, tu peux rester encore un peu à distance avec une certaine perspective. Et, et justement, tu étais en train d'observer ceux qui sont affectés par le contrôle mental. Donc, c'est non Oui. volontaire, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Pour la plupart, c'est non volontaire. Oui. Ils ont même des phases de répit, si on peut dire ça comme ça, où ils savent même pas où ils aimeraient. Euh, ils comprennent pas qu'ils aient pu faire de telles choses ou qu'ils aient pu avoir de telles pensées. Oui, quand Quand il c'est... y a une relâche du contrôle mental, et quand ils sont plus harcelés psychologiquement et mentalement, etc., bah, en fait, ce n'est pas leur personnalité d'origine et ils n'arrivent même pas à comprendre qu'ils aient pu avoir ces comportements de destruction et de violence. Donc, il se rend compte de ça comme après avoir commis l'acte. Oui, c'est ça. Mhm. En fait, je suis en train de dérouler comme une ligne de temps où je vois que quand le contrôle mental a lieu, donc là, la personne sur laquelle je suis, c'est depuis la toute petite enfance et au départ, de ce fait, il y a des actes de violence et de meurtre de petits animaux, ce genre de choses. Il comprend même pas après coup, il comprend même pas qu'il ait pu faire ces choses. Et puis dans le temps, petit à petit, finalement, il n'y a plus de place au répit. Et il y a tellement tout le temps du contrôle et tellement tout le temps du brouhaha dans sa tête qu'il n'arrive même plus à se poser et à se demander. Mais parfois, il y a un petit éclair de lucidité, enfin, où il revient plus ou moins à lui à son essence même, en fait, et où il est perdu, il se reconnaît même pas.
Mais c'est plus rare au fur et à mesure qu'il y a des meurtres, en fait. Oui. Comme Et, s'il se déconnectait de plus en plus de qui est profondément. bien. Alors, continue d'observer ce cas. Et quand tu observes-le à la période de l'enfance, quand il commence avec des actes sur des petits animaux, euh, observe son espace énergétique. Il est extrêmement restreint déjà, son espace énergétique. Mhm. Donc, sa partie subliminale n'occupe pas complètement son corps, son espace. Là, enfant, là tout petit, Mhm. sa partie subliminale, elle commence à être déjà à l'étroit dans son corps. Qu'est-ce qui génère cette sensation, le fait qu'il se sent ainsi dans son corps? Hum. Énergétiquement, il est déjà comme son espace énergétique, il est déjà comme mangé par d'autres énergies. Oui, d'accord. Y a-t-il une ou plusieurs entités dans son espace? Plusieurs. D'accord. Et sont tous en collaboration l'une avec entre l'autre ou Alors, sont différentes comme différents clans d'entités? elles sont. Il y a une entité principale Mhm. qui tolère tout à fait que d'autres entités, ainsi que même les entités parce qu'en fait, son espace aussi énergétique, il est mangé par ses parents, ses parents et sa fratrie. Tu, Mhm. oui. Donc, en fait, l'entité principale qui est sur donc cet enfant, elle accepte tout à fait que les entités donc de ses parents, de sa fratrie, et que des êtres désincarnés puissent venir se greffer sur cet enfant pour justement, parce que ça sert ses intérêts, de, de faire tomber toute résistance et d'enlever jusqu'à la dernière parcelle de volonté ou de libre arbitre. Oui. Et donc c'est un projet que l'entité commence à commencer depuis déjà un moment. Oui, Oui. par contre, si je déroule le temps, à un moment donné, quand l'entité aura atteint son objectif que l'enfant qui sera devenu un peu plus grand maintenant n'ait plus aucune résistance et se livre intégralement à l'entité et à ses desseins, eh bien, il mettra à la porte toutes les autres entités parce que là, il n'en aura plus besoin. Oui, donc l'objectif uniquement, c'est de le briser pour Oui, c'est ça, le pouvoir briser. le rendre encore plus malléable. Oui, c'est ça, c'est ça, Mm. c'est ça, exactement. Et, et tout en restant sur la partie subliminale de cette personne, et quel est qu'est-ce qu'il gagne l'entité au fil du temps? Ben, de l'énergie. D'accord. Quelle est l'énergie qu'il préfère, l'énergie qui est générée par cette, euh, cette partie subliminale? Là, l'énergie sexuelle et l'énergie de domination. Ah oui, d'accord. Et est-il à mesure de récupérer aussi l'énergie qui est générée Par la s- victime? par la victime et tout ce qui est la conséquence du meurtre? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, c'est ça qui l'intéresse le plus, au final. D'accord. Dans le fait de manipuler cet être, enfin, ce qui l'intéresse le plus, c'est toute l'énergie qu'il va retirer de l'acte et de la victime qui va être assassinée. De toutes les émotions que la victime va pouvoir euh, euh, ressentir et générer, toutes les énergies liées à ces émotions
que ce soit la douleur, la peur, le fait d'être vraiment terrorisée et d'être, là, pour le coup, même mutilée vivante, en fait, hein. L'entité va vraiment, c'est sa plus grosse source de revenus, en fait. C'est son Oui, la plus grosse source. C'est ça qu'il cherche. Il va se nourrir de l'énergie sexuelle et du contrôle et de la domination du meurtrier. Donc ça, c'est sa nourriture quotidienne. Et, euh, et voilà. Mais il recherche aussi beaucoup ça, ce qu'il recherche dans le contrôle de cette personne, c'est vraiment toute l'énergie qu'il va retirer des victimes. oui, je vois. Je vois. Tu peux déconnecter de cette entité et de la partie subliminale de cet homme. Et inspire si besoin. Mets-toi à l'aise d'un point de vue fréquentiel. Ça va. Et est-ce qu'il y a des races ou des espèces extraterrestres qui ont une prédilection particulière pour ce type de contrôle, d'une façon générale? Tu vois plutôt quelle est l'espèce que tu vois le plus attirée par cette énergie générée par du meurtre. Euh, je vois un peu de reptiliens, Mhm, mais je pense des archontes mhm. majoritairement. Oui, C'est pas les mêmes en fonction du profil. d'accord. Oui, je vois. Donc, D'accord. ils peuvent être variés. Mais majoritairement reptiliens et archontes. Oui, d'accord. Très bien. Tu peux déconnecter de cette image. Oui. Bien. Et on a parlé plutôt du fait qu'il y a des parties subliminales qui sont volontaires pour devenir des tueurs en série. Oui. Et Oui. quel est observe, prends un exemple et observe son espace énergétique. Comment il vibre, quelle est la fréquence qu'il dégage. Alors lui, par contre, son espace énergétique, il est énorme, démultiplié. Mais par contre, c'est vraiment une fréquence ça me- c'est très malsain. Oui, C'est vraiment une fréquence énergétique très puissante, mais et très lourde à la fois. oui, d'accord. Y a-t-il une entité qui profite de tout ça? Oui, Hmm. oui, oui. Est-ce qu'il est conscient de ça? Est-ce que la personne est consciente qu'il y a une entité qui profite de Euh, ça? oui, plutôt la partie subliminale. Est-ce qu'elle est consciente d'avoir... Oui, oui, ils s'étaient mis d'accord. D'accord, d'accord. Et tout en observant à une certaine distance, ça tu pourras être plus sereine d'un point de vue fréquentiel, et observe le moment dans lequel il a accepté cette collaboration, on va l'appeler ainsi. Oui, Vraiment au moment dans lequel il accepte cette collaboration. oui, Comment, surmonté. comment tu le vois? Très bien. Comment je le vois, dans quel D'un sens? point de vue énergétique. Ah, d'accord. D'un point de vue énergétique, il était euh, dans des énergies d'évaluation. Il y avait de l'égarement,
il se sentait perdu et il avait besoin d'une toute puissance. Oui, Son désir, c'était vraiment de régner sur le monde, en fait, en quelque sorte, hein, si on peut dire ça comme oui. ça. En tout cas, sur son monde, hein. Je vois quelqu'un qui aurait dû être puissant, mais puissant, entre guillemets, avoir du pouvoir au sein de la société et qui, en fait, était en train de perdre toute crédibilité et tout poids, et comme un chef d'État qui allait être envahi, par exemple, Oui. et qui fait un pacte, en fait, avec une entité. Donc, on peut dire que cela naît d'une, comment dire, une base d'un- euh, De la peur, base de de, peur, oui, de perte. oui, comme un manque tellement profond qui ensuite c'est- ça poursuivi dans la. En fait, c'était une telle peur de manquer, de perdre, de disparaître que ça a généré un appel à livrer son corps et ses vies à une entité puissante qui lui permettrait de recouvrer cette puissance, cette domination. Et Oui, je vois. Et toujours la même personne, si tu remontes encore, avant dans le qu'il ne, temps, oui, oui. avant qu'il ne développe cette peur, ce manque, ce besoin d'être puissant, comment le vois-tu? Comment je le vois, sur quel plan? Énergétique. Hum, Avant qu'il développe la peur énergétiquement, il était équilibré. Oui, Oui, je vois de d'accord. l'équilibre. Euh, Quand même, il y a un certain manque de confiance Oui, qui, en lui-même, hein, j'entends, oui, qui, qui est déjà latent et qui tendrait comment dire, à le faire basculer oui, d'un point de vue énergétique. Tant que si tout se déroule bien, tel qu'il est là énergétiquement, si tout se déroule bien, ça ira. Mais si jamais il y a le moindre échec, ce petit manque de confiance en lui, l'échec va tout faire, ferait basculer intégralement l'équilibre énergétique que je vois. oui. Donc c'est comme un équilibre C'est qui est précaire. précaire. Oui, très bien, très bien. Je vois. Y a-t-il déjà interférence à ce moment-là ou pas? Alors, il n'est pas interféré directement, mais il y a des interférences qui rôdent autour. Oui, je vois. Et Ils attendent le moment propice, en fait, hein. Enfin, il y en a une en particulier, interférence, qui est là, tapis dans l'ombre et qui attend le bon moment, qui jette aussi quelques branches sur son chemin pour essayer d'accélérer les choses, mais oui, qui n'a pas un contact direct avec. cela se produit dans la même existence qu'on a commencé à observer ou on a remonté dans plusieurs. Non, non, on est remonté dans le temps. Enfin, non, c'est pas vraiment. Oui, on est remonté dans d'autres existences. D'accord. Oui. Y a-t-il eu plusieurs incarnations ou expériences avant qu'il ne devienne le tueur en série ou ça peut, ça s'est développé rapidement? Mhm. Non, ça s'est développé rapidement parce que si je recule encore un peu, si je me recule moi, Oui. euh, sa venue a été décidée par ses parents Mhm. pour servir de réceptacle. D'accord. Tu parles d'un rituel? Oui, D'accord. oui. En fait, sa famille a choisi
a choisi les conditions de sa naissance et le prédestiner à, à devenir le réceptacle d'une entité à qui eux, ils avaient prêté allégeance. Par Oui. contre, quand il naît, euh, il est libre, comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Oui. Et donc, attends, pardon, je me sens... Oui. Tu peux te mettre. Attends, pardon. Mets-toi à l'extérieur de tout ça. Bien, respire. C'est bon, je me suis un peu trop approchée, je crois. Non, reste à distance. Reste à distance. Tu auras toutes les informations tout en restant à distance. D'accord. En fait, ses parents, eux, ont choisi parce qu'ils ont eux-mêmes prêté allégeance à des entités très, très puissantes. Et ils ont fait naître ce fils pour servir de réceptacle à une autre entité, mais du même groupe Oui. que leur propre entité personnelle à qui ils ont prêté allégeance. Seulement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le rituel, mais ça n'a pas bien fonctionné, ce qui fait que la conscience qui s'incarne est à ce moment-là libre. Par contre, que ce soit les parents, l'entourage et tous les rituels auxquels ils prennent part vont venir saper l'énergie et la confiance pour permettre à l'entité de pouvoir quand même trouver un moyen d'interférer et de s'en servir comme Oui. réceptacle. C'est là, ces deux parents le font d'une façon consciente, même d'un point de vue Ah oui, oui. rationnel. Ah oui, oui. Oui, oui. D'accord. Et l'enfant, quand le moment dans lequel il devient adulte, apprend tout ça. Est-il à mesure de Oui, mais rentrer en connaissance? au moment où il l'apprend, de toute façon, ça n'a plus d'importance. Oui, Enfin, au moment où il l'apprend, il a lui-même déjà. En fait, c'est au moment où il apprend qu'il fait appel à l'entité pour lui prêter allégeance et pour, euh, pour que l'entité lui donne la toute-puissance et qui fait un pacte, en fait. oui, sa volonté est déjà tellement brisée qu'il a. Oui. Oui, je vois. En plus, sa volonté, elle est brisée et tout est il a pris part sans être consentant au départ, mais voilà, c'est comme ça, des rituels, des choses vraiment horribles. Des rituels avec des sacrifices humains et d'ailleurs, comme ça qu'il a, sous ces auspices-là, qu'il a été créé, hein, qu'il a été procréé, Oui, en- entouré de sacrifices humains, de sang humain, de rituels vraiment horribles. bien. Déconnecte du rituel, Aude. Ok. Déconnecte du rituel. Bien, respire. Respire. Et reste dans une observation que d'un point de vue énergétique. Toujours cet enfant, mais que d'un point de vue énergétique reste à distance. Bah, du coup, je suis perdue. Je dois Mhm, retourner où? bien. Alors, va au moment dans lequel c'est un enfant, mais tout petit, juste un tout petit bébé de 1 ou 2 mois, pas plus. Avant l'interférence ou une fois qu'il est tueur en série? Va avant l'interférence. Ok, d'accord. Oui, Quand il est un tout petit bébé, oui, ça? oui. Oui, D'accord, bien. je suis. Et là, il n'est pas interféré, c'est ça? Non, D'accord. non, il n'est pas interféré. Si je te demande à quelle fréquence et quelle est la fréquence que le caractérise, quelle est la fréquence qu'il dégage, quelle est Il laquelle? est euh, rempli d'amour. D'accord. Bien, là on est. Tu veux un chiffre? Oui, tu peux. Oui, D'accord. Euh, le premier qui te vient. oui, 18 000, mais je ne sais même pas à quoi ça correspond, hein, mais C'est parfait. C'est parfait. Là, on est au moment dans lequel il n'a pas d'interférence du tout, dans non, lequel il était non. bien, le Mm, tout début. mm. Bien. Cherche-le maintenant dans un moment dans lequel il est un tout petit bébé.
Et pas dans la vie, dans l'incarnation en tant que tueur en série, mais avant. Est-ce qu'il y en a une? Entre là où Oui, je viens de te dire et une autre incarnation entre les deux, c'est ça? oui. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, Oui. Ah, oui, d'accord. Et à ce moment-là, quand il est un tout petit bébé, est-ce qu'il y a interférence oui, 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 déjà? oui, oui. Et quelle est sa fréquence? Euh, il est. Attends, je cherche. Je suis dedans. Mhm. Ah non. Ah Regarde non. depuis l'extérieur. Regarde depuis l'extérieur. Oui. Euh, c'est. Mais sa fréquence, elle envahit toute la pièce. T'as envie de te Mhm. pendre. Vraiment, Il ça. a déjà. Ouais, il dégage une fréquence énergétique qui, qui est vraiment envahissante. Oui. Et je sais même pas si il y a des fréquences en dessous de zéro, mais en termes Oui, de chiffres, je vois même pas de chiffres. En fait, je suis vraiment sur du négatif, sur le du, négatif, oui, je du vois. chiffre mais négatif, mais je suis sur moins 5000 et c'est un tout petit bébé, hein. Et toute l'énergie qui dégage euh, est plombante et, euh, et met de la noirceur dans mes pensées et dans mes idées. Oui, Tu d'accord. vois. Très bien, c'est clair. Bien. Tu peux déconnecter de ce. De la haine, il y a de la Oui, haine, pardon. d'accord. Ça y est, j'ai trouvé. Très bien, très bien. Tu peux déconnecter de cette partie subliminale. C'est fait, c'est fait. Bien. Tu reviens pour le moment dans le ici et maintenant, dans le présent. Oui. Tu me dis comment tu te sens. Ouais, bien. Bien, très bien. Et on a vu au départ que la chose qui est commune à ceux qui deviennent de tueurs en série, c'est l'absence d'empathie. Oui. Et tout en reste à distance, donc on reste observatrice, observe la partie subliminale, donc tout d'un point de vue, tout d'un point de vue énergétique, l'espace d'un tueur en série et l'espace énergétique d'une partie subliminale qui n'a pas cette caractéristique. Bien. Une partie subliminale de tueur en série sur le plan Oui. énergétique, c'est vraiment c'est- En fait, c'est aussi puissant l'une que l'autre, mais Mhm. aux opposés complets. Oui. C'est vraiment, pour le tueur en série, sa partie subliminale est remplie d'énergie, de destruction, d'annihilation et de contrôle, là où la partie subliminale lambda que j'ai trouvée, je pense, est d'ailleurs complètement libre, est remplie d'énergie de création, euh, de, de légèreté, de liberté Mhm. et, et de... Je caractériserais ça par de la bienveillance, mais en fait, c'est de la... euh, Harmonie. oui, de l'harmonie. Oui. Très bien. C'est agréable d'ailleurs. Oui, je te crois bien. Et quand tu observes, par exemple, le corps énergétique, le corps mental, observe comment ça fonctionne le corps mental euh, de Du cette tueur en personne série, et aussi de la personne qui est libre. Quelles sont les différences le corps mental, il est sur la personne, sur le tueur en série, c'est un brouhaha, c'est une vraie cacophonie son corps mental. Oui. C'est c'est la pagaille, c'est un corps mental vraiment très lourd, rempli de
Je vois ça donne le tournis même. C'est plein de cris, de hurlements, de détresse. C'est vraiment très torturé. Alors que le corps mental de la partie de la personne lambda, il est calme, Mhm. clair, posé. Oui. Et si tu observes le corps émotionnel de l'un et de l'autre? Alors, sur le corps émotionnel, c'est spécial, hein. Mhm. En fait, ils sont tous les deux dans la joie, mais Mhm. pas le même type de joie. Oui, Mais le tueur en série, il est dans la joie d'accomplissement de soi par le meurtre et par ce qu'il fait, et dans la joie de dominer, de toute puissance. Il se sent accompli dans ce type d'énergie, tu vois. Mais en oui. fait, il est dans de la plénitude. En fait, comme s'il plane, en fait. Il se sent satisfait en faisant tout ça. Mm, mm, mm. D'accord. Et la personne lambda, bah, elle est aussi satisfaite en faisant son petit bonhomme de chemin, ses créations. Et Oui. excuse-moi, j'ai peut-être digressé, j'ai peut-être pas suivi Non, la non, question en fait. c'est tout à fait ça. Tout va bien. Tout D'accord. va bien. Et donc, cette joie qui est générée par le tueur en série, cette satisfaction, Oui. si tu observes les fréquences, et si je te demande des chiffres pour l'un et pour l'autre, quels seraient les chiffres le premier chiffre qui te vient pour le tueur en série et quel serait le chiffre, le premier qui te vient pour la personne lambda? Ok. La personne lambda, je suis à 12 000 D'accord. chiffres. En fait, ouais, oui. Je vois le 12 et j'entends le 1000. Oui. Et pour D'accord. l'autre? Euh, pour l'autre, 5. 5. D'accord. Non, il a l'air en joie, hein. Oui, Mais- oui, oui. Non, je comprends. C'est tout à fait plausible. Parfait. Et si tu regardes le corps sexuel, en faisant une comparaison toujours? Le corps sexuel du tueur en série, il est saturé, écartelé même presque. Oui, Euh, c'est rempli d'une énergie lourde et il y a de la tension importante. oui. Tu veux quoi exactement? Juste savoir les caractéristiques des Des deux. caractéristiques, d'accord. Il est vraiment, je vois un espèce de vortex au niveau du corps sexuel rempli de rouge, du rouge ocre, enfin du rouge, non, euh, du pourpre, pardon. Vraiment du Oui, rouge qui tire sur le pourpre et du noir et c'est un vortex qui aspire tout et, euh, et en fait c'est destructeur. Son corps sexuel, il est destructeur. Le corps sexuel de la partie de la personne lambda, mhm, euh, lui, il a un mouvement harmonieux et c'est léger et c'est équilibré. Et il y a vraiment, ça crée vraiment une énergie pour tout le corps. oui, Ça, ça, ça donne une énergie et une puissance, mais une puissance légère. je vois. Très bien. Tu peux déconnecter de ces informations. Bien. Et, alors, on a vu tout à l'heure le fait de la possession, mis à part le fait que souvent le tueur en série est possédé, c'est que l'entité a envie de posséder les victimes par la suite, si Oui, j'ai bien compris.
Oui. D'accord. Tout en observant d'une façon générique, donc reste à distance, euh, est-ce qu'ils y arrivent toujours ou pas? Non, Non? très D'accord. peu. Il y a très peu de réussite. Je vois, parce qu'en fait, j'en ai un tueur en série. C'est pas un tueur en série comme on connaît ou comme on en parle à la télé. Tu Mhm. vois ce que je veux te dire? Ou dans les faits divers ou tout ça. C'est un. En fait, on le met- il m'est apparu dans les tueurs en série, mais en fait, c'est quelqu'un euh, euh, qui, J'ai une j'ai façon compulsive. perdu mes mots, mais non, justement, c'est organisé, D'accord. qui, qui produit des meurtres de manière régulière sur un certain type de victime. En fait, il pourrait être mis dans la case tueur en série, mais lui, c'est dans des rituels pour Mhm. faire passer des entités. D'accord. Mais ça marche pas tout le temps. C'est assez rare que ça fonctionne. Mais au final, c'est pas grave que ça fonctionne pas tout le temps parce que quand ça fonctionne pas, de toute façon, il a retiré, quoi qu'il arrive, beaucoup d'énergie. Et je vois aussi qu'il s'abreuve d'une certaine énergie contenue dans le sang de sa victime. Oui. Et qu'il en abreuve d'ailleurs des tierces personnages, enfin, des entités extérieures. Oui. Cette énergie qui est prise du sang de la victime, c'est d'un point de vue énergétique ou physique? Ça, ça a une action sur le physique Mhm. euh, par, par ce qu'il contient énergétiquement. Oui, je vois. Très bien. Très bien. Alors, je pense que j'ai toutes les réponses pour le moment. On aura d'autres protocoles pour la suite, numéro 2. Et, sauf s'il y a quelque chose d'une façon que tu observes que tu veux partager par rapport à ce que tu viens de voir. Euh, non, je t'ai livré ce que je voyais au fur et à mesure. Mhm. Très bien. Très bien. Alors, prête pour les retours? Oui. Je te propose déjà avant tout de déconnecter de tout et de tous. Tu déconnectes complètement et tu reviens à toi. Ton corps, tes énergies à toi, uniquement les tiennes, et ton espace énergétique, ton espace physique. Tu reviens à toi complètement. Et tu crées maintenant que tu es complètement déconnecté la plus belle fréquence que tu peux imaginer. La douceur, la joie, la tendresse, la sérénité, tout ce que tu peux faire sentir bien, à merveille. Et tu amplifies tout ça. Comme tu crées ton espace à ton heure, selon ce qui te convient. Remplis ton espace de douceur, de sérénité, d'hilarité, pourquoi pas. Et ressens aussi ton corps qui commence à se réveiller au fur et à mesure que tu régénères tes énergies. Ton corps se réveille, ton système musculaire, ton système nerveux commence à être plus actif. Tu peux apporter déjà du mouvement. Bienvenue. T'es là? Oui, T'es arrivé d'un coup, comme ça. oui, Comment tu te sens? je me sens bien. Bien. Je peux? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci pour toutes ces informations. C'était pas un sujet facile. Je t'en prie. Et je coupe l'enregistrement. Je te dis à la prochaine, mais ne quitte pas. Oui, oui, bien sûr, merci. Merci beaucoup. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione.
per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.